Divergence, c'est le podcast qui nous permet de reconnaître les pratiques d'affaires en lesquelles on croit et ceux face auxquels on est en désaccord. Parce qu'on a le droit. En affaires, rien n'est blanc, rien n'est noir. On explore, on argumente, on apprend. Animé par Catherine Dubé et Mathieu Dumont, Divergence est là pour vous exposer à de nouvelles façons de faire et de réfléchir pour vous permettre de mieux soutenir les enjeux de vos entreprises. Accepter la divergence, c'est penser différemment. Ensemble, pour demain. Bonjour tout le monde, épisode numéro 8 du podcast Divergence. En cette fin de septembre froide, j'ai quand même le plaisir de profiter de la grande chaleur et du rayonnement de Madame Catherine Dubé. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Je réalise que prévoir des vacances, c'est dur. Prévoir des vacances pré-chasse, c'est encore pire. Une douleur que j'avais pas prévue. Donc, rentrer toutes les choses de la vie professionnelle, famille, en faisant toute la checklist interminable de chasse. Je pars vendredi pour la chasse à l'orignal dans le bas du fleuve, puis je suis comme, j'ai sous-estimé ma charge de travail versus la préparation, puis mon plan, c'est genre dormir dans le char, tu sais, j'y vais backpack les nuits au froid dehors, fait que c'est ça. Aujourd'hui, un vrai, là. Oui, je retourne à pas l'homme des Cro-Magnons, mais l'étape d'après, là, quasiment. Là. Fait que pour le plaisir. Là. Pour le plaisir pur, exactement. De se geler la nuit. Fait que je rentre ma semaine avec toi, très content, mais je sais que le reste de ma semaine, je suis comme oh boy, ok, on n'aura pas le temps de niaiser. Ouais, t'arrives dans quel état d'esprit? Même chose que toi, en fait, moi je vais à l'école d'entrepreneurship de Beauce cette semaine. Donc, mercredi, puis moi, la journée avant que je parte, je prends tout le temps une journée avec ma fille off. Donc, c'est ma seule journée de la semaine que je travaille réellement. Donc, j'ai double booké, là. T'es comme, tu sais, des heures, mais qui se chevauchent constamment. Donc, j'ai une bonne... T'as pas de marge d'erreur, mettons. Non. Puis j'ai bon espoir que certains meetings se terminent plus tôt pour être à l'heure dans d'autres. Parfait. Fait que cette semaine, ton mot d'ordre, c'est être bête puis couper ça court. Puis t'excuser la semaine prochaine. Comme j'étais un peu à la course, mais au moins t'auras rentré dans tes délais. Exactement. Parfait. Sujet de la semaine, donc on a fait encore notre petit sondage, appel à l'auditoire pour savoir quel sujet qui voulait qu'on jase. Puis je suis agréablement surpris. Évidemment, un sondage, des chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Je n'ai pas la motivation profonde. Donc, est-ce que c'est parce que c'est un sujet qui les intéresse, qui les rend curieux, sujets qui sont pas d'accord puis qui veulent qu'on leur prouve le contraire? Ça, j'aurais aimé savoir ce niveau d'information-là, mais pour l'instant, je l'ai pas. Fait que je vais me contenter de quand même la belle note de quasiment 50% des répondants qui ont misé sur la décroissance stratégique. Comme je te dis, agréable surprise parce que de un, je sais que de votre côté, c'est un des sujets, c'est un de vos hot topics là, que vous êtes approprié. C'est un sujet qui, pour moi, est super important de mettre de l'avant parce que je vois que c'est très mal compris. Puis ultimement, on va être très honnête là. Aujourd'hui, c'est pas moi puis Catherine qui va être en divergence, absolument pas. On s'entend sur ce sujet-là. Par contre, je suis quand même confiant lorsque je dis qu'on va être divergent avec l'opinion publique. Fait que s'il y a un élément qu'on se donne comme objectif aujourd'hui, Catherine, c'est de, je veux pas dire convertir les gens. C'est pas notre job de sauver personne, mais si moins on peut amener à mieux comprendre vraiment qu'est-ce qu'on veut dire par la décroissance stratégique, ce sera déjà un bon pas par en avant. Créer une ouverture. Je pense que c'est déjà ça, un intérêt, parce que ce qu'on entend dans le marché, à chaque fois, moi, je parle de décroissance, puis toi aussi, je pense que c'est un peu la même chose, là, mais mes amis entrepreneurs, ce qu'ils me disent, c'est ça va être quoi le plaisir? C'est où les défis d'un entrepreneur si on se met pas d'objectif de croissance? La raison d'être même, d'être en affaires pour plusieurs, est beaucoup dans la croissance. Donc, parler de décroissance stratégique, que ce soit désiré et non obligé, un peu comme la COVID a obligé certains, ça fait grincer pas mal des dents. Là. C'est pas bien excitant pour plusieurs. Exact. Admettons, puis là, justement, commençons à embarquer dans le sujet. Tu viens de faire déjà une belle nuance de qu'est-ce qu'on veut dire par décroissance stratégique, parce que, en fait, je vais reposer ma question. Qu'est-ce qui est de différent entre une décroissance imposée versus une décroissance stratégique? Ben justement, premièrement, elle est désirée. Donc, elle n'est pas imposée. Puis, il y a une question de pérennité de l'entreprise dans une décroissance stratégique. Donc, par exemple, un désir d'augmenter des marges
Donc, d'augmenter la ligne du bas. Ça, c'est je te dirais, c'est le principal. Quand je parle de ce concept-là, c'est souvent celui-là que je convainc le plus de personnes de passer à l'action. Sinon, un changement aussi de paradigme par rapport au fait qu'on va être capable de changer ce qui se passe dans le marché en ce moment. Donc, arrêter de lutter constamment contre les chaînes d'approvisionnement, puis contre le vieillissement de la population, puis de se dire, je fais avec ce que j'ai. Ça, c'est pas facile à accepter, mais à un moment donné, tu as le choix de fighter constamment ou de trouver un détour puis d'avoir quand même du fun en affaires. Donc, l'aspect de décroissance stratégique, puis c'est aussi moi, je crois fortement, puis honnêtement, c'est une des recherches que j'ai décidé d'entamer cette année, là, vraiment une recherche basée sur des faits, mais je crois fortement à une entreprise qui a atteint un sweet spot où que après ça, on perd un peu la culture, la philosophie, le pourquoi, etc. Donc, tu sais, je dis pas qu'il faut être 10, puis je dis pas qu'il faut être 50. Je pense que chaque taille d'entreprise est différente selon son secteur d'activité, son modèle d'affaires, etc. Mais je crois à un modèle en cloche un peu, mais tu sais, comme une cloche un peu plate. Là, ceux qui sont en vidéo me voient faire des vagues. Mais je vois pas ça comme une ligne droite qui monte vers le ciel. Je pense qu'il y a un moment donné, on atteint un petit sommet, puis qu'après, tu sais, tu continues à croître, mais finalement, tu n'as plus les bénéfices de la croissance escomptée. Là. L'espèce de sweet spot, à partir de quel moment on est assez... Je veux dire, à quel moment on est trop gros pour perdre l'agilité, mais à quel moment on est assez gros pour rester compétitif. Là. Exactement. Ce fameux sweet spot-là. Puis moi, ce que je me rends compte avec plusieurs de mes clients, c'est surtout dans les grandes entreprises qu'on commence à discuter de ça. Dans petites entreprises, on dirait qu'on se pose toujours la question j'y vais ou j'y vais pas. Mais tu sais, dans plus grande, on commence à se dire OK, qu'est-ce que je fais? Parce que là, j'ai l'impression que j'en rajoute, mais que je suis pas gagnant au final. Là. OK. Parce que, tu sais, un élément qui, moi, quand j'en parle, tu l'as mentionné, au final, c'est une question de chiffre. La décroissance, c'est dire, cette année, je vais faire moins que l'année prochaine. Exact. Mais c'est de commencer, exemple, au 1er janvier, si ton année fiscale commence là, en paix d'esprit avec cet élément-là, parce que justement, il est réfléchi, puis on lui donne un sens. Une business en décroissance parce qu'elle n'est plus compétitive, parce que justement les facteurs externes l'amènent, c'est sûr que c'est inconfortable et ce n'est pas souhaitable parce qu'on n'est pas en contrôle. À l'inverse, lorsqu'on accepte de justement baisser son chiffre d'affaires, travailler sur la décroissance stratégique, en réalité, la décroissance stratégique, c'est augmenter tes marges par des sacrifices stratégiques. Donc de là, c'est de dire, bon, mais est-ce qu'il y a des lignes d'affaires qu'on doit fermer? Est-ce que qu'est-ce qu'on revoit notre ensemble de priorités? Moi, oui, c'est sûr que la notion de la marge joue un gros rôle, mais au-delà de ça, je suis vraiment un passionné de l'expérience client, l'expérience employé. Oui. On le voit présentement, là. Il n'y a plus de monde et les business, parce qu'ils tentent encore d'aller chercher de la croissance dans l'entreprise, étirent leurs ressources humaines parce qu'il faut faire beaucoup, beaucoup plus avec moins de monde, mais on le fait quand même de l'ancienne façon, donc on épuise nos ressources. Et derrière tout ça, ça scrape des réputations d'entreprise parce que le service à la clientèle, depuis des mois, voire même un petit peu plus qu'un an, est en chute libre alarmante. Ah, t'as raison. C'est toute la notoriété de l'entreprise. À quel point tu veux croître, puis nuire à ta notoriété. Exactement. C'est pour ça que quand moi je parle de décroissance stratégique égale pérennité. Pour moi, ça veut pas dire que tu choisis à vie d'être en décroissance. C'est vraiment pas ça, mais c'est une étape, c'est une phase, c'est une étape de consolidation. J'expliquais, je pense que c'était vendredi, dans un CA, c'était quoi les 8 critères de compétitivité? Je sais pas si ça dit quoi. Non, vas-y. Tu sais, d'un point de vue client, là, je vais essayer de comme pas en oublier un, là, puis qu'il y en a 8. Bas prix, vitesse, flexibilité, tu sais, qui est de dire oui à tout. Là. Ouais. Flexibilité, ça pourrait être tous les autres critères. Haute qualité, performance, expérience client, innovation, vaste choix. C'est comme les 8. Puis la majorité des puis ça, là, c'est pas comme ce que c'est dans la théorie de l'océan bleu versus l'océan rouge. C'est l'océan bleu étant j'ai une niche dans laquelle les clients ne me comparent pas, l'océan rouge dans lequel je me bats férocement. Ce qu'on dit, c'est dans la théorie de l'océan rouge, il y a ces 8 critères-là, puis une entreprise se positionne là-dedans. La majorité des entreprises essayent de se positionner sur plusieurs critères, mais les clients, en réalité, en retiennent un seul, que même si toi, tu fais beaucoup d'efforts, ils en retiennent un seul. Puis là, ce que je parlais avec un groupe d'entrepreneurs, justement, j'avais 12 entrepreneurs autour de la table, puis ce qu'ils me disaient, c'est que
c'est quand même épouvantable qu'ils soient même pas capables eux-mêmes, parce qu'on parlait de la même organisation, de positionner le même foutu critère. Puis là, ils disaient, puis là, en contrepartie, on me dit, OK, ben c'est quoi la stratégie de croissance? Mais on n'est même pas capable de s'entendre sur c'est quoi qu'on vend. C'est comment qu'on se positionne. Puis, si ton positionnement est même pas clair, puis il y a beaucoup d'organisations que je me rends compte que c'est ça, le positionnement, même aux yeux des clients, dans la tête des gens, OK, là, dans la tête des gens qui sont en interne, c'est clair, mais dans la tête de leurs clients, ce n'est pas clair du tout. Puis tu essaies d'être en croissance en plus, ça se peut peut-être que ça vaut la peine de faire une décroissance stratégique pour s'assurer de consolider sur un critère pour après reprendre le marché de façon très forte, par exemple. Oui, puis tu sais, comme tu l'as mentionné, ça peut être temporaire, comme que ça peut, tu sais, au final, il y a une espèce de philosophie qui décline du moment que tu acceptes d'embarquer que tu achètes le concept de décroissance stratégique. Personnellement, tu sais, je trouve que ça te ramène beaucoup plus régulièrement sur le pourquoi tu as lancé la business au jour 1, puis de tout le temps, tout à fait. Je vais dire, ça amène des mises à jour et des reconsidérations plus régulières. Puis tu parlais tantôt on t'en parle plus dans la grande entreprise. J'en vois des petites entreprises qui ont ce souci-là, ne serait-ce que, tu sais, comme la nôtre et plusieurs de mes collègues dans le domaine techno, de dire, bon, mais gars, présentement, on le sait que le marché, je veux dire, c'est pas compliqué. Il est plus compétitif que jamais et ça ne s'améliorera pas. Non. Donc, de là, comme je te mentionné, c'est une question de, bon, mais gars, c'est quoi notre vérité à nous? Et donc, si je prends Didac comme exemple, oui, on veut de la croissance, mais on n'est pas drivé sur, justement, comme le chiffre d'affaires ou quoi que ce soit. On est vraiment, drivé sur la valeur qu'on génère à nos clients, sur l'impact social qu'on peut avoir, sur comme ça nous rabat plus sur la mission. Et le chiffre d'affaires n'est pas l'objectif, c'est le collatéral de la chose. Nos décisions ne sont pas prises pour croître la business, nos décisions sont prises pour atteindre et avoir une plus grande portée. Et théoriquement, si on fait ce travail-là, ben, on va générer plus de revenus. Par contre, la portée qu'on veut aller la chercher, elle est très bien cadrée. On ne veut pas aider n'importe qui, n'importe quand. On est de plus en plus strict, sévère sur c'est qui l'audience 1 qu'on veut aller chercher. Tant mieux s'il y a des audiences 2, 3, 4 qui viennent par eux-mêmes. Ça, je veux dire, on ne le contrôle pas. On est content si on aide, mais c'est pas notre focus. Donc, de là, nous, la projection de capacité, projection de ressources nécessaires pour soutenir notre objectif de l'audience 1, elle est en contrôle. Et en même temps, ben, à partir de là, on n'a pas cette notion-là de faire un callback, admettons, sur notre dernier épisode aussi, là, comme oui, on veut pogner des objectifs, mais c'est pas un hard number, puis c'est binaire pass or fail. On dit, gars, est-ce qu'on avance par en avant, est-ce qu'on se rapproche de cet objectif-là? Oui, ça veut dire que, gars, on fait bien les choses, puis ça poursuit dans cette notion-là, mais on n'a pas tout le monde veut plus d'argent, oui, mais ce n'est pas l'objectif numéro 1, absolument pas. Tu sais, on a historiquement, dans le fond, Didac avait 2 entreprises. On avait une agence de développement web, puis on avait Didac, puis on était supposé fermer au 31 décembre l'agence web. On a pris le pari comme dans une vision justement un petit peu de décroissance stratégique pour consolider, comme tu l'as mentionné. Cette année, ben, on le savait qu'on allait brûler de l'argent parce que on consolidait sur Didac. Donc, oui, on pourrait sortir beaucoup plus d'argent en vendant des heures, en faisant du développement web, mais pour l'amélioration de notre expérience employée, qui pour nous est plus important que le chiffre d'affaires, ben, on a décidé de fermer pour rabattre les gens, pour bâtir plus de liens forts, pour bâtir plus de vélocité à l'intérieur de la business, en acceptant que pendant 1 an, 18 mois, 24 mois, peu importe, que le focus et la mesure de succès ne serait pas le chiffre d'affaires, ne serait pas la marge, oui. Mais que c'est beaucoup plus, bon, mais comment est-ce qu'on rebâtit la business, pas rebâtit, comment est-ce qu'on consolide pour que ce soit soutenable à long terme? Oui. Ben, c'est exactement ça, une décroissance stratégique. Ça peut être de délaisser complètement une branche de proposition de valeur, un peu comme vous avez fait. Ça peut être de délaisser certains secteurs d'activité. Moi, je me souviens, en 2016, nous, un de nos gros clients chez Koboom, là, depuis l'existence de Koboom, depuis 2010, mais depuis que mon père était en conseil, c'était Bombardier. T'sais, depuis 90, mon père facturait Bombardier ou était en mandat avec Bombardier. Il a fait 21 usines. Puis, un des derniers mandats qu'on a fait, c'était le fameux C-Series. Mais la réalité, là, c'est que Bombardier, ça prenait énormément d'énergie de mon équipe. Mon énergie comme directrice générale à l'époque.
les termes de paiement étaient pas excellents. La satisfaction employé versus et client était pas au top, mais ça représentait quand même 15% de mon chiffre d'affaires. C'était quand même un Non, c'est significatif. Ça met pas ta business à risque, mais je veux dire, ça a un impact direct sur comment tu vas gérer la business et les projets que tu peux entreprendre. Exactement, mais tu sais, je parle tout le temps, à un moment donné, il faut abandonner certaines affaires. Tu sais, si je veux créer de l'innovation, j'ai pas le choix de penser par ça. Puis j'avais l'impression que ma tête était tellement prise dans la gestion de ce compte client-là qu'au final, je nuisais plus à tout le monde. Tu sais, le client, les autres clients aussi qui étaient autres que Bombardier, tu sais. Puis ça a été un choix difficile, audacieux, parce qu'après 30 ans de relations clients, ça ne jette pas. Non, c'est pas juste celui à partir de demain, on ne fera plus affaire ensemble. Là. Exactement, mais c'est toute la réflexion derrière, c'est de dire, OK, habituellement, j'aurais embauché une personne de plus. Bon, ben, là, j'embaucherai pas parce que je vais délaisser ce compte-là. Donc, tu sais, il y a tout un mécanisme de réflexion derrière ça, mais c'est bénéfique pour l'entreprise au final. Pas facile, mais au final, moi, j'ai beaucoup plus de plaisir rendu en 2017-2018 que ce que j'en avais eu les années précédentes. Puis, derrière ça, il y a aussi un élément que j'ai retenu de ce que tu parlais tantôt, te parler d'impact. Tu sais, c'est quoi l'impact que je veux avoir? Puis des fois, on confond énormément impact avec nombre de personnes. Mais tu sais, puis là, on est dans la saison politique, là. On parlera pas de politique nécessairement, mais je donnais l'exemple à on se positionnera pas là-dedans. Ça, clairement, pour créer des divergences. Mais je donnais l'exemple d'une OBNL qui veut créer un impact positif en environnement, puis qui essaye d'avoir le plus de membres possible, mais ça se peut que certaines personnes avec des allégeances politiques différentes, ben, en essayant de voir juste la masse, ben, finalement, il n'y a pas nécessairement d'impact sur ce qu'ils veulent réellement parce qu'ils diluent leur message. Donc, ni ceux qui sont 100% avec eux, qui seraient 100% avec eux s'ils affirmaient réellement leur message, ils suivent pas parce qu'ils trouvent pas, ils comprennent pas vers où ils s'en vont, ils trouvent que c'est du greenwashing. Puis à la limite, il y en a d'autres qui embarquent avec eux, mais que c'est pour l'image et non pour le réel impact. Donc finalement, il n'y a pas aucun foutu impact. Et là, je prends un cas d'OBNL qui est vraiment plus dans l'environnement, mais cette même chose-là s'applique dans tout type d'entreprise. Non seulement t'as pas d'impact, ça fait qu'à un moment donné, après ça, ben, faut que tu livres sur ce que tu as vendu. Puis ça devient un peu un foutoir de gestion parce que tu as vendu un message dilué à deux personnes qui ont des attentes différentes. Ouais. Et là, tu as le bras dans le tordeur. Donc, c'est très binaire. Soit que tu vas, par ego ou par, je veux dire, comme tu veux protéger ton nom, tu vas faire de ton mieux pour livrer quelque chose qui va être moyenne qualité et donner moyenne satisfaction à deux personnes. Exact. Ou tu vas devoir revenir sur tes mots, sur ta parole et se consolider avec un et laisser aller l'autre. Il y a pas 1000 scénarios possibles. Donc, ultimement, tant qu'à devoir revenir sur tes pas, fais le bien dès le départ. Un élément avec la décroissance stratégique, c'est que les gens, justement, comme tu as mentionné en entrée de jeu, c'est pas clair pour eux. Parce qu'ils prennent pas le temps de faire l'exercice ou de se prêter au jeu. Tu sais, quand que je vais jaser avec des présidents qui me jasent de toutes leurs zones de friction, puis zones de stress, puis leurs problèmes, je suis comme, OK, parfait. Concrètement, présentement, quelle zone, tu sais, la proportion de tes problèmes internes versus externes, dans le contexte actuel, il y en a beaucoup que c'est de l'externe, justement, à cause de la pénurie de main-d'œuvre, à cause du délai de plus en plus court de vie d'un employé au travail dans son rôle, à cause de la rareté, non pas de main-d'œuvre, mais de niveau d'expertise. Donc, tout ça, si tu bâtis ta business et ta projection de croissance sur ces éléments-là, ben c'est excessivement énergivore parce que tu es continuellement en train de ramer contre le courant. Ton 1% de croissance va te coûter beaucoup plus cher que de faire du ménage à l'interne et de te concentrer sur augmentation de l'impact qui se traduira, si tu fais bien ton travail, en augmentation de pourcent de marge. Exactement. Oui, moi je pense que c'est ça l'objectif. C'est pas une décroissance juste pour décroître. C'est pas pour fermer l'entreprise. Moi, je pense que c'est pour trouver le sweet spot. Ça veut pas dire que ton sweet spot il est à vie. Là. Je pense qu'un sweet spot est requestionnable chaque année.
Mais toutefois, faut être conscient des limites humaines et planétaires dans lesquelles on vit. Tu sais, présentement, il y en a qui croient encore que c'est dû à la COVID, qu'il y a encore des interruptions dans les chaînes d'approvisionnement. La réalité, là, c'est que le lithium il est déjà en capacité réduite sur la planète, puis on n'est pas encore 100% électrifié. Là. Puis on prend tout le temps le lithium, mais c'est pas le seul, là, tu sais. C'est pas le seul. Le carbone, tu sais, je veux pas être plate, là, mais présentement, là, puis comme là, c'est très redneck comme référence, là, mais si tu veux t'acheter un bon arc, là, tu seras pas capable parce que Tesla a acheté pratiquement tout le supply de carbone et Hoyt doit changer ses modèles qu'ils venaient de mettre de l'avant parce qu'ils sont plus capables de produire parce qu'ils n'ont pas accessibilité justement à la matière première. Il y en a de plus en plus d'exemples comme ça, là. Énorme. Tu sais, nous, dans justement les recherches qu'on a faites, on l'a, le fameux tableau des éléments périodiques là, de chimie. C'est majoritairement jaune et rouge, c'est pas vert, là, le tableau globalement. Mais il y en a plein qui disent il y a telle autre solution. Oui, mais la solution est-elle viable au niveau d'utilisation qu'on en est? Tu sais, exemple, il y en a beaucoup qui disent OK, on n'a pas, même si on manque de pétrole, c'est pas grave, il y en a qui, avec leurs vaches, créent du gaz, blablabla. OK, mais combien de vaches va falloir pour compenser? L'énergie nécessaire pour créer les alternatives, c'est pas plus intelligent. Ça a un coût. Exactement. S'il n'est pas financier et environnemental, fait que tu sais, comme, c'est pas viable à long terme, là. C'est exactement ça. Donc, derrière, tu sais, à un moment donné, où il y en a qui parlent, tu sais, de tout ce qui est, tu sais, le gaz avec le maïs, mais la réalité, à un moment donné, il va falloir choisir entre nourrir nos voitures ou se nourrir aussi, parce que c'est les mêmes terres, et là, il n'y a pas 2 fois plus de terres agricoles en contrepartie. Il y a tout un thinking derrière de dire, hey, je vis dans quel monde? Puis là, en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font comme si les ressources étaient limitées, tant humaines, énergétiques, matérielles, limite, là, mais dans quel monde je vis? T'sais, moi, j'aime bien mieux. Pour moi, la décroissance stratégique, c'est accepter qu'on vit dans un monde qui a certaines limites, puis d'apprendre à gagner dans ce monde-là, au lieu de fighter dans un monde qui existe même pas, que tu vis genre dans un monde de Sims, puis tu penses vraiment que genre tu vas pouvoir juste acheter des choses, puis l'argent va tout régler, tu sais. Ressources infinies. Exact. Mais c'est vrai, là, il y en a que c'est ça qu'ils pensent, il y en a qui pensent encore ça. Oh, non, puis c'est un peu, c'est ça, c'est un peu désolant, mais à l'inverse, c'est comme, peut-être que c'est moi qui ai la plus belle des naïvetés, puis d'habitude, je suis pas tant naïf, mais là, je me le permets, tu sais, comme, tout le monde a vu Patagonia cette semaine, avec la grande annonce du leg de l'entreprise, tu sais, on voit que de plus en plus, même si c'est encore trop peu, de leaders d'opinion, leaders de pensée, commencent à faire des actions concrètes à haut profil pour montrer que, hey, gars, c'est de plus en plus à la fois urgent, de plus en plus valorisé et de plus en plus, je vais dire, un précédent qu'on vise à émuler avec d'autres entreprises, là. Donc, Yvon, ça doit être le seul de sa génération à penser de même, la réalité, là. En tout cas, puis moi, je suis comme, wow, tu sais, mais est-ce qu'il le fait pour les gens de sa génération ou plutôt le précédent pour la génération après lui et celle d'après et ainsi de suite, donc. Tout à fait. Mais tu sais, c'est extrêmement inspirant. Je trouve un homme de cette génération-là qui prend position aussi fortement. Tu sais, c'est pas une personne qui militait pendant la grève étudiante, là. Non. On s'entend, c'est pas, je trouve ça tellement fort, qu'une personne de cette génération-là, puis tu sais, ils vont se positionner depuis le départ avec Patagonia de cette façon-là, de croire avec un impact positif, toute la récupération, tout l'impact de durabilité des vêtements, etc. Mais ça, c'est génial. Puis je pense que si on pouvait juste prendre un mini morceau de la pensée d'Yvon, je pense que ce serait déjà gagnant pour bien des entreprises puis pour la société de demain. Mais ça, c'est le côté comme Koboom qu'on adore. Là, je suis comme bandue, moi, là-dedans. Tu me parles de Patagonia, puis je suis comme, oh, wow! Mais tu sais, on en revient sur, tu sais, puis la décroissance stratégique, c'est un moyen comme un autre, mais comme si vous n'avez pas fait 1+1 et compris que c'est votre responsabilité de vous demander de plus en plus de façon régulière le modèle que je bâtis présentement est-il soutenable
à long terme et Oui. même moyen terme. Tu sais, je pense que présentement, on n'est plus dans une position... Même dans le 5 ans, contexte là. Exactement, c'est ça que j'allais dire. Moi, du long terme, c'est plus 10 ans, 20 ans. Là. C'est Non. comme ne serait-ce que 5 ans, pour moi, c'est rendu Oui. du long terme à cause que les industries évoluent trop vite, les tendances évoluent trop vite, le marché socio-économique évolue trop vite. Mhm. Donc, tu sais, présentement, bâtir quelque chose, ça ne se fait pas en 24 heures. Donc, chaque projet que vous développez, à cause de la complexité des ressources nécessaires pour le mettre en place, vont prendre plus de temps et leur durée de vie raccourcie à cause de notre capacité d'adaptation versus l'évolution du marché. Donc, il faut être de plus en plus stratégique dans les paris qu'on prend et s'assurer que c'est notre responsabilité de s'assurer que les paris qu'on prend, c'est eux qui ont le meilleur, je veux dire, taux de succès périn à long terme. 100%. Puis c'est là que moi, pour répondre à ceux qui disent, il est où le défi comme entrepreneur? Le défi comme entrepreneur, il est là. Arrête de penser que le défi comme entrepreneur, c'est de croître ta business. Le défi comme entrepreneur, c'est d'être là dans 10 ans, dans 15 ans, dans 25 ans. Moi, mon défi comme entrepreneur aujourd'hui, là, c'est de m'assurer qu'il y a une troisième génération dans le Kobo. C'est ça mon défi. Pas le chiffre d'affaires, c'est la troisième génération. Puis ça, c'est un réel défi. Et je te jure, ça donne des mots de tête. Il y a un défi intellectuel énorme avec la décroissance stratégique, là. Mais en même temps, je veux dire, les défis, cette réflexion-là que tu as va t'amener à prendre des actions qui sont possiblement plus agressives, plus audacieuses, plus peut-être risquées pour la masse, mais jamais risquées au niveau du core de ta business, qui va faire que tu vas être capable de te rendre à ta troisième génération. 100%. La décroissance 100%. stratégique, je veux dire, c'est pas une excuse pour justifier que ta business, elle stagne, absolument pas. Lorsque c'est réfléchi, puis que c'est intentionnel, c'est sûrement un des moves les plus courageux d'un point de vue entrepreneurial, à mon humble opinion, parce que justement, tu viens de positionner et pour toi, tes employés, tes clients, ton marché, que, hey, on n'est pas une business d'opportunité. Il y a plus d'argent que jamais présentement dans l'industrie. Faire de l'argent, c'est facile. Faire de l'argent éthique, soutenable, qui crée un impact et qui améliore la société, appelez ça comme vous voulez, c'est là que c'est beaucoup plus difficile et c'est là que ça te demande à te reposer constamment. Ma business, ça sert-tu à quelque chose pour vrai? Ou je suis juste en train de vendre quelque chose pour générer de l'argent? Qui, pour moi, du moins, c'est une ligne qui est très franche, très binaire sur je sais quel côté je veux être. Là. Faire de l'argent facile, lever des produits d'opportunité, rider des tendances, c'est facile. Il n'y a pas de mérite là-dedans pour moi, par contre. Non. Parce que t'aides pas, justement, comme je le mentionne, ta prochaine génération, ton voisin, quoi que ce soit. Donc, moi, j'aime beaucoup la philosophie autochtone qui m'inspire énormément, là, mais dans la philosophie autochtone, ils disent de prendre une décision en pensant à la 7e génération qui te suivra. Puis, pour moi, ça, c'est extrêmement important. De me dire qu'un jour, sur mon lit de mort, là, j'aurai mes arrière-petits-enfants, puis je pourrai leur dire comme avec fierté que j'ai pris cette décision-là à ce moment-là pour ça, puis pas pour juste court terme être le gagnant, parce que pour moi, être gagnant sur le long terme, des fois, ça veut dire d'être perdant court terme. C'est un peu comme tu l'as dit avec Didacte. J'accepte de perdre un peu pour éventuellement gagner. Oui, absolument. Puis, je pense que c'est extrêmement audacieux d'aller dans cette direction-là. Oui. Puis, j'aimerais ça qu'on entende davantage plus parler de ça que d'entendre parler « Hey, j'ai eu une croissance de ta. J'ai pris cette décision-là pour ça, avec un why très, très fort. » Moi, j'espère que dans les prochaines années, les entrepreneurs qu'on va entendre publiquement seront de ce type d'entrepreneurs-là. Tu sais, prêtez-vous au jeu. Là. Je vous pose la question très simple. Pour les 3 prochaines années, ton chiffre d'affaires ne croît pas. De quelle façon est-ce que tu restes satisfait et épanoui dans ton entreprise? De quelle façon est-ce que dans 3 ans, avec ce constat-là de ton chiffre d'affaires est à la même place, tu regardes derrière et tu fais comme, hey, on a accompli quelque chose de beau. C'est une super belle question. Ça va t'amener, ça va te challenger à revoir, OK, au-delà des chiffres, il y a quoi dans mon entreprise? Parce qu'à partir de là, tu vois, si tu te rabats juste sur le nombre d'unités vendues, des affaires de même, tu vas te rendre compte que c'est vide, là. Puis il y a beaucoup d'écho dans ta business quand tu regardes, là. À l'inverse, c'est ça. Quand tu reviens sur, combien de personnes ça a impacté, c'est quoi les comportements de façon concrète, tangible, mesurable, démontrable, qu'on a réussi à changer et faire évoluer dans notre industrie. Pas juste dans notre business, pas chez quelqu'un, mais comme dans l'industrie. Donc, tu sais, ça, pour moi, c'est des éléments de je suis peut-être biaisé par, justement, comme ce qui me motive et mes valeurs, mais en même temps,
je pense que c'est un peu une raison d'être de l'être humain, d'amener les gens à reconsidérer ou améliorer leur ensemble de valeurs. Mais d'être capable de dire, hey gars, mon petit passage sur ce paquet de roches et de terre aura valu la peine. Oui, oui. De façon concrète. Que, tu sais, si on peut retenir deux choses, moi, j'adore la question. Tu sais, si votre chiffre d'affaires n'augmente pas dans les 3 prochaines années, comment je vais être satisfait? Puis j'adore aussi l'élément d'impact. Quel impact je vais avoir créé? Je pense que derrière ça, il peut y avoir des sources de motivation intrinsèques plus fortes que des motivations externes et financières. Si vous aviez c'est comme ça, c'est une autre façon de le spinner, là, comme, parce que j'en reviens avec ça, très souvent, c'est comme, on essaie de faire comme des équations à très haut niveau, là, de dire, bon, mais, faut augmenter ma valeur moyenne par client, nombre de clients, je suis comme, OK, mais commence, parce que plusieurs, je pense, ne le font pas, commence à documenter c'est quoi les ressources nécessaires pour générer, admettons, un de tes unités ou bien 1% de ton chiffre d'affaires, pour après ça faire le diagnostic dans ton entreprise de bon, mais est-ce que c'est pareil ou est-ce que, admettons, je sais pas moi, pour 2 blocs d'efforts dans 3 de mes lignes d'affaires qui représentent 40% de mon chiffre d'affaires, ben j'ai une division qui s'en prend 6 blocs d'efforts pour 10%, mais tu sais, comme un moment donné, faut accepter de laisser des lignes d'affaires parce qu'ils prennent trop d'efforts, sont pas soutenables à long terme. Puis la réalité, puis ça c'est un autre sujet pour peut-être un autre épisode, ben, opinion personnelle, il y a trop d'entreprises présentement. T'sais, on se bat contre la pénurie de main-d'œuvre, mais d'un matin, si chaque entreprise, pas si chaque entreprise, mais en fait. On pourrait exactement. Au lieu de si les entreprises trop d'offres. Ouais. Exactement. Si les entreprises qui avaient une ligne d'affaires d'enfants pauvres dans la business, qui gardent juste parce que c'est 10% de nos revenus, on va le garder, laisse-le aller. Les personnes qui ont la capacité puis l'expertise dedans sont capables d'aller contribuer mieux ailleurs et ça te permettra d'aligner plus ton focus dans ta propre entreprise. Moi, ça, c'est de la décroissance stratégique qui fait plein de sens parce que tu viens à la fois d'aider ton industrie en laissant aller des ressources qui vont être mieux consommées ailleurs, qui seront capables de générer plus de valeur et plus d'impact dans des business que c'est leur core business. Et de ton côté, tu viens de, ultimement, te donner la plus belle des opportunités, je crois, de tout le temps resserrer la vis sur on est qui, on fait quoi, on le fait pour qui, puis dans quelle intention. À chaque fois que tu enlèves une de ces lignes d'affaires-là qui sont enfants pauvres, tu viens de te donner la chance de ne plus diluer ton message. Ligne d'affaires client, puis j'ajouterais même un point de vue interne, là, de laisser aller certaines parties prenantes clés internes. Qui peuvent causer que tu, par la bande, t'abandonnes certains services, là, mais il y a certaines personnes très énergivores en gestion, puis d'abandonner certaines, peut-être, personnes aussi derrière ça. Donc, qui peut causer nécessairement, mais de tous les bords. On va revenir avec la question très simple qu'on dit aux enfants, tu veux 5 piastres aujourd'hui, 10 piastres demain. Laissez, la conscience stratégique, c'est le pari que vous prenez. Pendant 1 an, 2 ans, on consolide, on réduit les revenus, parce que la protection de notre focus et le gain de clarté de faire moins de choses, mais d'ouvrir les valves encore plus sur cette chose-là, va donner de plus grands résultats à l'année 3, 4, 5 et 6. Moi, j'y crois 100%. Moi, l'ayant vécu chez Koboom, accompagnant plusieurs clients dans cette démarche-là, je suis 100% vendue. Après, peut-être on recevra des opinions divergentes de cet épisode-là, mais je pense que ça fait quand même un beau tour du chapeau de ce qu'on voulait dire sur la décroissance stratégique. Yes, je pense pas qu'on aura converti personne, mais ne serait-ce qu'amener des réflexions d'une personne ou avoir donné de l'argumentaire à peut-être un gestionnaire qui y croit puis qui veut aller at bat parce que avec son président parce qu'il trouve que la pression qu'il a sur le dos n'est pas raisonnable et pas soutenable à long terme. 100%. Donc on vous laisse mûrir les idées. Et comme toujours, si jamais ça vous parle, laissez-nous le savoir, c'est tout le temps le fun. Puis je te laisse le mot de la fin, Catherine. Si vous avez d'autres questions, des questions, des sujets, en fait, on a envie de prendre. Je pense que dans les prochaines semaines, c'est aussi ça. On va vous inviter à venir vous joindre dans la conversation avec nous. Donc, questions, sujets d'intérêt, peu importe, on est là. Soit Mathieu, soit moi.
Je vais peut-être mettre la pièce sur le côté de la table de billard, admettons. Il y a un autre sujet qui dans les derniers jours du sondage, a repris pas mal de momentum, là. Fait que pour le prochain, je pense que... T'es-tu à l'aise, Catherine, à ce qu'on laisse faire le sondage puis qu'on se commette sur... 100%. Alain, sur le deuxième résultat. Exactement, parce que je trouve qu'il y a un beau lien. Tu sais, on parle de décroissance, mais à un moment donné, je veux dire, quand tu as une opportunité organique et, genre, éthique de grande croissance, on veut la prendre. Donc, aujourd'hui, on a parlé de décroissance. Côté de la médaille. Exactement. Grande croissance et capacité d'adaptation, parce que, puis là, mettons, je reviens sur un de mes liners que je ne changerai jamais. La meilleure façon de tuer ta business, c'est de croître trop vite. Donc, de là, comment est-ce qu'on se protège un petit peu de ça? 100%. Donc, à très bientôt. Yes, on se revoit dans 2 semaines. Divergence, c'est le podcast qui nous permet de reconnaître les pratiques d'affaires en lesquelles on croit et ceux face auxquels on est en désaccord. Parce qu'on a le droit. En affaires, rien n'est blanc, rien n'est noir. On explore, on argumente, on apprend. Animé par Catherine Dubé et Mathieu Dumont, Divergence est là pour vous exposer à de nouvelles façons de faire et de réfléchir pour vous permettre de mieux soutenir les enjeux de vos entreprises. Accepter la divergence, c'est penser différemment. Ensemble, pour demain.